Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Dans les yeux d'April. Moi je suis April, je suis autiste et donc j'ai créé cette chaîne pour parler d'autisme avec vous afin de partager ma réflexion. Donc aujourd'hui je fais une vidéo sur l'imagination des personnes autistes. Pourquoi? Parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes à qui on avait dit qu'elles n'étaient pas autistes, qu'elles ne pouvaient pas être autistes parce qu'elles avaient de l'imagination. Donc sous-entendu, un autiste n'a pas d'imagination. Et bien sûr, je ne ferai pas de vidéo pour expliquer pourquoi on peut être autiste et regarder dans les yeux parce que c'est tellement cliché, c'est tellement grossier qu'à ce stade-là, je ne peux plus rien faire pour eux, fuyez. Mais sauf si le sujet vous intéresse, hein, le sujet du regard. Mais l'imagination, je trouvais ça intéressant parce que ça dit beaucoup sur ce qu'on pense de nous, sur ce que les autres aussi pensent de nous et voient de nous et comment en fait la société tout entière voit l'autisme en fait, hein. Donc déjà, dire à quelqu'un ou sous-entendre que cette personne ne peut pas être autiste parce qu'elle a trop d'imagination ou bien que cette personne est autiste parce qu'elle n'a pas beaucoup d'imagination, enfin je trouve ça très violent et dénigrant. En fait, ça me fait penser, vous savez, à ces réflexions un peu à la cour d'école quand on est petit et en primaire et qu'on dit non mais moi tu sais, je suis nulle en sport, non mais moi je suis mauvais en français et donc on pourrait rajouter non, mais moi, tu sais, j'ai pas d'imagination. Donc, sous-entendu, une espèce de fausse idée sur soi, de fausses croyances, peut-être qu'on aurait entendu, peut-être qu'on nous a dit plusieurs fois, mais en tout cas, quelque chose qui n'est pas vrai, en fait. Ça n'est pas vrai, parce que l'imagination, en fait, c'est une des bases qui fait qu'on est des êtres humains, je trouve. C'est ce qui fonde notre humanité presque en fait, hein. Parce qu'on peut tous penser, on peut tous rêver, on peut tous imaginer, les personnes autistes bien sûr. Et je crois que même les animaux, hein, c'est pas, je sais pas si c'est prouvé ou pas, mais on pourrait se demander si eux aussi ils n'ont pas une faculté, cette faculté-là. Donc ça veut dire que si on n'a pas d'imagination, on n'est même pas un être vivant. Enfin, c'est absurde. Et c'est tellement dur de nous dire ça, et je trouve que c'est vraiment empreint même de validisme, parce que ça instaure une espèce de hiérarchie entre des personnes qui auraient toutes leurs facultés cognitives, et donc aussi leur capacité à imaginer, à créer, et puis les autres qui, d'après leurs critères à eux, n'auraient pas cette même faculté, ou bien l'auraient, mais en moindre quantité, en moindre qualité. Et je trouve que derrière, donc, ça instaure beaucoup de jugements, beaucoup de préjugés et de méconnaissances. Et d'abord, l'imagination, qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, en fait, ces gens qui nous disent ça? Qu'est-ce que la société, comment la société voit l'imagination? Parce que ça me semble un sujet, un concept assez vaste, assez complexe. C'est pas évident non plus pour moi d'en parler parce que oui, c'est vaste quoi. Donc comment traduire l'imagination des êtres vivants, c'est tellement large, ça regroupe tellement de choses. Alors j'ai trouvé sur internet plusieurs définitions. Selon les définitions que j'ai trouvées, il y en a une, c'est la faculté que possède l'esprit de se représenter des images ou d'évoquer des images d'objets déjà perçus. Première définition. Deuxième définition, ce serait la faculté de former des images d'objets qu'on n'a pas perçus, donc de les créer sans les avoir vus ou sans les avoir expérimentés, ou de faire des combinaisons nouvelles d'images ou d'idées, de se représenter des situations possibles, etc. Et troisième définition, c'est la faculté qu'a l'esprit d'évoquer sous forme d'image mentale des objets ou des faits connus par une perception ou une expérience antérieure. Donc ça rejoint un peu le début de la deuxième définition. Voilà. Donc autrement dit, j'ai l'impression que d'après les définitions, il n'y a pas une, mais plusieurs imaginations. Exactement comme dans l'empathie en fait, hein. Et que donc dans les deux cas, on a le même problème quand on nous dit qu'on n'a pas d'imagination ou qu'on n'a pas d'empathie. En fait, les autres, que ce soit les professionnels de santé par exemple, ils veulent sans doute dire autre chose que ce qu'ils disent, et nous, on comprend autre chose que ce que la réalité du mot referme, vous voyez. Donc c'est comme si on parlait pas du tout la même langue, enfin on traduisait des choses différentes. Voilà. Donc comment se comprendre il faudrait peut-être leur demander d'expliciter ou de leur demander ce qu'ils entendent par imagination ou ce qu'ils entendent par empathie. Là, ce serait peut-être plus clair. Et d'ailleurs, ça m'amène à prolonger ma réflexion sur le langage. Parfois, nous parlons, mais on ne comprend plus les mots qu'on prononce. On n'arrive plus à voir la réalité derrière les mots. En fait, c'est comme si les mots venaient réduire et masquer le réel jusqu'à ce qu'on ne puisse plus voir au-delà. Quand on dit table, on pense une table, mais
est-ce qu'on voit la table, mais est-ce qu'on se dit vraiment, est-ce qu'on comprend vraiment ce que le mot table implique, vous voyez? Bon là c'est un petit peu abstrait, un petit peu philosophique, mais voilà, et la preuve c'est que quand les autres nous balancent qu'on n'a pas d'imagination, je pense qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de nous dire réellement en fait, de la gravité de leurs paroles, de ce que ça peut renvoyer en fait de leurs paroles. Ils ne re-questionnent même plus les mots qu'ils prononcent en fait, c'est quelque chose d'automatique. Alors, bien sûr on ne peut pas réfléchir à chaque fois à ce qu'on dit, on ne peut pas conscientiser chaque mot, dire bonjour, hein, qu'est-ce que ça veut dire bonjour, un arbre, qu'est-ce que ça veut dire un arbre, bien sûr qu'on ne peut pas, mais je pense qu'il y a certains mots quand même qu'on utilise, si on est un petit peu délicat et si on essaie un petit peu de préserver l'autre, je pense que c'est une démarche naturelle et même saine de se repositionner un petit peu, de se dire bon alors qu'est-ce que je suis en vrai, qu'est-ce que je suis vraiment en train de lui dire et comment est-ce que lui va le recevoir, vous voyez. Et donc du coup ça donne l'impression voilà, de mots qui sont prononcés de manière automatique et qui sont en fait empreints de croyances, de préjugés que eux ils plaqueraient sur nous en fait, sans nous prendre nous en compte. Et en fait on croit souvent que les mots c'est l'équivalent du réel. Mais non en fait. D'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui souvent on redéfinit des mots, on redéfinit des expressions, on a l'impression que certaines expressions ont mal été pensées et que du coup ça pose problème, vous voyez, donc on est toujours dans cette recherche de l'exactitude du mot pour qu'il colle le mieux possible au réel. Parce que les mots, ce n'est pas le réel, c'est une interprétation du réel, c'est une perception même. Donc on ne peut pas utiliser les mêmes mots dans les mêmes contextes, sinon on généralise. Et la généralisation, quand on tente de comprendre et d'aider un être humain, c'est quand même la pire erreur à faire, je trouve. Donc si on commence à penser que parce qu'une fois un enfant nous a volé notre sac, ça sous-entend que tous les enfants sont des voleurs, on va droit dans le mur. Et cette erreur, bah, elle est basée sur une expérience réelle, mais qu'on généralise trop. Et du coup, ça biaise la réalité et la variété de la réalité et la complexité de la réalité et des contextes. Et la deuxième erreur, c'est aussi de croire que le concept ou la façon dont on a étudié ou dont on a appris la réalité d'une chose, c'est égal à cette réalité. Et parce que ces gens, donc, ils ont peut-être étudié une certaine conception de l'autisme qui était empreint de croyances, de psychanalyse, de plein de choses, ils croient que cette conception, elle est la réalité. Et ils ne re-questionnent même pas les concepts et les adaptent jamais au réel dont ils font l'expérience. Non, ils auront beau voir des dizaines et des dizaines de personnes autistes qui ne correspondent pas à leur représentation de l'autisme, ils préféreront remettre en question le fait que ces personnes soient autistes plutôt que de re-questionner, de réinterroger leur concept. Vous voyez, de se dire il y a peut-être un problème, il y a peut-être quelque chose qui a mal été pensé, voilà. Mais malheureusement, généralement, ils vont pas jusque-là parce que ce qui se passe, c'est que quand les gens, les professionnels même vous disent ça, c'est qu'en fait, ils n'ont pas étudié l'autisme, c'est qu'en fait, ils ne s'y intéressent pas vraiment, ils n'ont pas creusé la question. Ils font avec ce qu'ils ont, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que c'est des on-dit, est-ce que c'est des bribes de discussion qu'ils ont eues avec une personne un jour, est-ce que c'est le discours des médias, est-ce que c'est les bribes de leur propre éducation empreinte de validisme, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est très construit parce que autrement, si c'était construit, il dirait jamais à une personne adulte autiste qu'elle peut pas être autiste parce qu'elle regarde dans les yeux. Enfin, c'est absurde. On n'est pas des robots en fait. On n'est pas des machines. Donc, je veux dire, un être humain, ça se développe, on se développe, on évolue, on progresse. Je vois pas pourquoi les personnes autistes échapperaient à cette règle en fait. Voilà. Et donc ça donne ces phrases un peu caricaturales du style vous ne pouvez pas être autiste parce que deux points premier tiré vous avez de l'empathie, parce que vous avez de l'imagination, parce que vous regardez dans les yeux. Et d'ailleurs, parenthèse, mais dans le DSM-5, qui est pourtant bien critiquable, on ne parle pas, en fait, les critères diagnostiques ne disent pas qu'une personne autiste est forcément à 100% une personne qui n'a pas d'imagination, qui n'a pas d'empathie et qui ne regarde pas les autres dans les yeux. Donc en fait, il n'y a même pas de preuves scientifiques à ce qu'ils avancent, en fait. C'est le contraire. Et en fait, ça équivaut presque à dire bah, vous pouvez pas être normand parce que vous avez la pommade. Ou bah non, vous pouvez pas venir du sud parce que vous n'avez pas d'accent. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que c'est idiot, enfin, je trouve c'est caricatural. Et donc, on voit bien que quand ils disent ça,
mais on dirait que c'est fait sans réflexion, sans empathie, sans recul, et qu'en fait, ce que nous sommes, quand on se présente à eux et qu'on leur dit je veux un diagnostic, je me demande si je suis pas autiste, etc., il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à supporter dans la façon dont ils nous appréhendent. On dirait qu'on les gêne parce que, bah, je ne sais pas, ça vient bousculer leur représentation et peut-être aussi les représentations de leur ego qui les protège du réel. En fait, quand ils nous disent ça, quand ils nous disent on n'a pas d'imagination, j'ai l'impression qu'ils parlent plus d'eux-mêmes que de nous. Et on pourrait traduire par je n'arrive pas à vous imaginer autiste, vous voyez. En fait, ça en dit plus sur eux, sur leur manque, justement leur propre manque d'empathie d'imagination de nous que de nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre personnellement, mais c'est dur. Donc en quelque sorte, oui voilà, ce serait un peu eux qui manqueraient d'imagination et qui, quand ils nous verraient, seraient tellement sidérés qu'ils se mettraient dans une posture un peu défensive, un peu réactive et qui nous renverraient que bah non, on n'est pas autiste parce que non, c'est parce qu'ils connaissent de l'autisme, non, c'est parce qu'ils ont appris de l'autisme. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que ce que nous sommes, on vient en fait les confronter directement au réel, d'une manière assez brutale, assez crue. Et le réel, c'est toujours très impressionnant quand on l'expérimente vraiment. Imaginez que vous pensez à la mort. Vous avez une certaine idée de ce à quoi peut ressembler un cadavre, et soudain, vous en voyez un dans la rue. Bah, c'est le choc, c'est brutal, c'est violent, c'est le réel en fait. Et bah nous c'est pareil en fait, j'ai l'impression que ce que nous sommes, c'est ça, pour eux c'est trop brut, c'est trop cru, c'est au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer, de toute leur représentation, de leur éducation, de leurs croyances, et que du coup ils n'arrivent pas à le supporter. Et, euh, et en fait c'est d'autant plus choquant que ce que nous sommes, ils pensent de prime abord le maîtriser, ils pensent discerner plus ou moins nos contours, et en fait nous, et bah avec ce que nous sommes, on leur échappe radicalement. Et dire qu'on ne peut pas être autiste parce qu'on a de l'imagination, bah, c'est une façon peut-être de se rassurer eux-mêmes, comme s'ils essayaient de trouver, vous voyez, des, des, des bribes pour ne pas faire totalement un naufrage. Parce que, en fait, ça n'a aucun sens de dire ça. Et ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'il faut les confronter, c'est pour ça qu'il faut leur demander de préciser leurs pensées, parce que c'est pas vraiment compréhensible, en fait. Hein. Et puis, je veux dire, ça en dit long sur leur représentation de l'autisme, mais ils s'attendent à quoi en fait? Ils s'attendent à rencontrer qui? Une coquille vide, un caillou, parce que un être humain fondamentalement il élabore en fait, hein, sinon c'est qu'il est mort. Hein. Il crée, il imagine, il projette, il anticipe en fait. C'est ça un être humain et nous sommes des êtres humains. Donc voilà, je trouve ça très déshumanisant parce que en fait c'est vraiment nous considérer comme inférieurs, je trouve, que de penser que les autistes n'ont pas d'imagination. Et en fait, je crois comprendre ce qu'ils veulent dire quand même plus ou moins. C'est pour ça que je vous invite à leur demander de développer, parce que peut-être que quand ils développeront, vous arriverez à vous mettre d'accord. Et du coup, je vais essayer de traduire un peu peut-être ce qu'ils veulent dire par là, c'est-à-dire que c'est vrai que ça va avec l'empathie et le manque de théorie d'esprit. Il y a des choses où peut-être on est en difficulté. Je pense qu'il parlerait plus du fait qu'on a du mal à imaginer mentalement certaines situations sans les avoir vécues. Après, ça, c'est le propre de l'être humain. Hein. C'est commun à tout le monde. On a tous du mal à imaginer ce qu'on n'a pas vécu. Mais peut-être que pour les autistes, c'est vraiment très opaque. C'est vraiment très compliqué, vous voyez. Je pense qu'on a aussi du mal à imaginer les émotions que ressentent les autres, sauf si on les ressent nous-mêmes. Ça, c'est le manque d'empathie cognitive qui n'est pas à confondre avec le manque d'empathie émotionnelle. Je le répète souvent dans les vidéos, donc les autistes ont de l'empathie, mais c'est une empathie différente, enfin c'est une empathie vraiment émotionnelle je pense, alors que les neurotypiques ont plus à l'inverse une empathie cognitive. Voilà, et donc en fait, si on se mettait d'accord, on pourrait dire que les neurotypiques, en quelque sorte, ils manquent d'empathie, et eux pourraient dire aussi qu'on manque d'empathie, sauf qu'on parlerait pas de la même empathie, vous voyez. Et peut-être qu'on pourrait transposer cette réflexion à l'imagination, que eux, ils manquent d'imagination, mais c'est une certaine forme d'imagination, et nous, on manque aussi d'imagination, mais c'est une autre forme d'imagination. On peut avoir du mal aussi à manier la pensée abstraite, c'est-à-dire à passer de l'abstrait au concret. Donc on imagine quelque chose, mais quand on passe dans la réalité, c'est compliqué. Ou à l'inverse, de passer du concret à l'abstrait, et donc à tirer de l'expérience, de ce qu'on vit, de ce qu'on expérimente, une règle qu'on va ensuite automatiser et qui va être un enseignement pour nous dans notre vie. Non, j'ai l'impression que ça sera jamais vraiment totalement acquis.
vraiment totalement imprégnée en nous, qu'on devra toujours faire l'effort de remobiliser des ressources parce que voilà, il y a quelque chose qui ne s'imprime pas en fait, malgré nous. Moi, j'ai l'impression de toujours refaire les mêmes erreurs encore et encore. Et à chaque fois que je fais l'erreur, je me dis, mais ça fait 10 ans que je fais cette erreur, mais c'est pas vrai, quand est-ce que je vais comprendre? Mais peut-être que c'est autistique et qu'il y a quelque chose qui a du mal à s'élaborer jusqu'au bout dans le mental, mais aussi au niveau moteur. Et du coup, ça irait aussi avec la dysfonction exécutive, notamment quand vous êtes dyspraxique. Vous avez beau faire des heures et des heures et des heures de conduite, il y aura toujours quelque chose de difficile à élaborer mentalement et physiquement, parce que voilà, c'est votre handicap en fait. Et puis les fonctions cognitives qui sont un peu différentes de celles des neurotypiques. Voilà. Et donc, ça pourrait être interprété comme quelque chose qui n'arrive pas à s'élaborer totalement, pour de bon, et donc on recommence éternellement le cheminement et on doit faire l'effort de. Et à l'inverse, on peut aussi parfois arriver à déduire des règles, croire qu'on a un petit peu compris comment la réalité fonctionnait, donc on se fait des repères, donc on crée des règles dans sa tête, et en fait, ça marche pas, notamment dans les conversations avec l'implicite et l'ironie, parce que bah, ce qu'on imagine, ça correspond pas en fonction du contexte à la règle qu'on avait imprimée dans sa tête. Voilà, la réalité, elle est variable, elle est beaucoup plus complexe que ces espèces de repères qu'on essaie de se faire. Donc, du coup, effectivement, eh bien, ça a quelque chose peut-être au niveau de l'imagination. Mais après, vous voyez, c'est pas non plus l'imagination au sens la rêverie ou la créativité. C'est vraiment quelque chose presque de au niveau cognitif en fait. C'est je ne sais pas, la capacité d'abstraction, je ne sais pas comment on pourrait définir, mais du coup, il y a aussi, je pense, différentes attentes. Nous, ce qu'on reçoit de la parole de l'autre, c'est pas forcément ce que l'autre s'était imaginé de l'effet qu'aurait sa parole sur nous. Donc, il y a aussi les intentions, mais il y a aussi, ouais, il y a aussi ce qu'on attend de la parole de l'autre et ce que l'autre attend de notre réception à sa parole qui diffère. Voilà. Donc, pour moi, dans l'imagination, il y a aussi quelque chose d'assez subjectif et projectif. Et parfois, quand on bloque en fait dans une situation, c'est pas qu'on n'a pas d'imagination, c'est qu'en en fait on ne joue pas effectivement les mêmes règles dans le code social et que du coup ça peut être interprété comme un manque d'imagination, c'est-à-dire un manque de flexibilité ou comme si on ne voulait pas s'adapter, alors qu'en fait nous c'est juste qu'on a une autre façon d'être au monde. Et donc quand on nous targue de peu imaginatif, alors en fait c'est juste qu'on n'imagine peut-être pas la même chose que les autres, vous voyez, ou qu'on imagine mais d'une façon différente des autres. Voilà. Et donc quand on reprend les définitions que j'ai données au début, oui c'est vrai qu'on a parfois du mal à se représenter des images, à évoquer des images d'objets déjà perçus, peut-être à mobiliser ces connaissances-là dans notre tête pour pour être et pour intervenir ensuite dans la réalité. Oui, on a parfois du mal à évoquer sous forme d'image mentale des objets ou des faits connus par une expérience antérieure. C'est-à-dire que oui, parfois c'est compliqué, même si on a l'expérience plusieurs fois d'une même chose, d'en tirer un enseignement et de pouvoir du coup appliquer, de pouvoir modifier sa règle. Mais pour moi, ça touche pas seulement à l'imagination, ça touche aussi aux fonctions exécutives, ça touche à la rigidité mentale. En fait, il y a plein d'autres choses. Donc j'ai l'impression que l'imagination, c'est un peu fourre-tout. C'est pas le bon mot qu'il faut utiliser pour nous définir nous. Enfin, en tout cas, pas du tout en parlant de manque d'imagination. Parce que adapté à qui nous sommes en tant qu'humains, ça s'exprime de façon beaucoup plus subtile que la définition le laisse penser. Et surtout, ça n'est pas systématique. C'est-à-dire que en fonction des expériences et de nos connaissances de certains concepts et de nos rencontres avec les autres, eh ben, on va réussir plus ou moins à s'adapter, on va réussir plus ou moins à comprendre des choses. Et donc ça dépend aussi de notre propre capacité à nous suradapter et à compenser ces choses. Donc dire qu'on n'a pas d'imagination, en fait, ça veut dire ça dépend quand et où et à quel moment. Peut-être qu'au début, quand on est enfant, c'est difficile. C'est difficile d'imaginer ce qu'on ressent, de pouvoir poser des mots sur ce qu'on ressent, mais peut-être que 10-15 ans après, si on a fait tout un travail d'introspection, ça sera plus facile. Et donc là, on pourra nous targuer de ne pas avoir d'avoir de l'imagination et donc de ne pas être autiste, alors qu'à la base, on était en difficulté, mais on a travaillé sur cette compétence en fait. Parce que c'est pas figé dans le marbre, hein, c'est pas parce que vous n'avez pas d'imagination à un moment que vous n'en aurez jamais de votre vie, pas du tout. Donc, pour revenir sur le mot imagination, pour moi, il est faux.
en soi parce qu'il est beaucoup trop général, il est beaucoup trop grossier et que les professionnels, j'ai l'impression, ou les autres, hein, l'utilisent sans comprendre de quoi il parle et qu'en fait c'est juste un cliché, un préjugé parce qu'il existe sans doute plusieurs imaginations et peut-être même un spectre de l'imagination, je ne sais pas. Et puis bah, surtout qu'il le plaque sur nous comme ça, mais sans nous prendre en compte en tant qu'individu, individu qui progresse, qui évolue, qui a des atouts et qui a aussi des difficultés. Voilà. Donc moi, oui, j'ai du mal à me mettre à la place de l'autre. À comprendre ses états mentaux, certes, mais je suis capable de trouver des stratégies pour quand même arriver à sa rencontre. Et finalement, est-ce que cette stratégie-là, elle ne me rend pas plus créative et plus douée d'imagination en réalité que quelqu'un qui n'aurait même pas à faire cet effort? Moi, je pense qu'au contraire, les autistes, ils ont beaucoup d'imagination. Et d'ailleurs, c'est ça pour moi qui les définit. Parce que nous avons réussi à survivre dans un monde qui n'est pas adapté à nos spécificités. Et ça, c'est une sacrée prouesse. Nous avons réussi en imaginant, en élaborant, en créant des stratégies pour contourner des difficultés, pour se reposer, pour arriver à comprendre les autres, pour arriver à s'adapter. Et je peux dire aussi que nous sommes tous, ou presque tous, je pense, si nous sommes autistes, des êtres anxieux, des grands angoissés. Et l'angoisse aussi, c'est un véritable moteur à l'imagination. Parce qu'il nous pousse, l'angoisse, à imaginer, bah, même si c'est pas une bonne chose, des scénarios catastrophes, à anticiper plein de choses par peur. Et du coup, l'angoisse, ça nous donne cette espèce aussi de capacité à élaborer, mais à trop élaborer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est angoissé. Parce que on a trop à l'esprit des choses qui nous font peur. On peut trop imaginer ce qui va nous faire peur, vous voyez. Et les gens qui sont les moins angoissés, c'est en fait des gens qui ne pensent pas, qui n'imaginent pas ce qui leur font peur. Et du coup, ils vivent la réalité telle qu'elle, mais ils anticipent rien d'anxieux. Hein, donc c'est l'inverse en fait. C'est parce qu'on a trop d'imagination, du coup, ça nous met en difficulté. Et enfin, je voudrais parler de la créativité. La créativité, elle ne se résume pas à une pratique artistique. Elle est partout dans nos vies. Quand nous organisons nos vacances, quand nous imaginons, nous écrivons une liste de courses, parce qu'on imagine ce qu'on va pouvoir manger, ce qu'on va pouvoir acheter pour pouvoir manger. Quand nous tentons aussi de comprendre les autres, quand nous essayons de nous intégrer au travail, on n'arrête pas d'imaginer encore et encore. On a cette capacité quand même, évidemment, à être voilà, dans quelque chose de très créatif. Et justement, on n'arrête pas de le faire parce que c'est un peu notre condition pour survivre, hein, j'ai envie de dire. Et donc l'imagination, elle se développe encore et encore. Et la partie créative, je dirais la partie plus artistique, elle se développe aussi. Donc même si à un moment vous avez l'impression de manquer un peu d'imagination, de manquer un peu de créativité, c'est pas une fatalité en fait. Hein. Vous pouvez la travailler pour voir plus loin et pour voir différemment. Et je trouve d'ailleurs que concernant la créativité, il y a une véritable créativité autistique qui n'est pas assez mise en avant, qui est pas comprise ou mal comprise. Et ça va un peu de pair avec notre humour. Vous savez, quand les gens ils adhèrent pas trop à notre humour, qui peut être très cash ou complètement absurde. Et moi j'ai l'intuition qu'il y a beaucoup d'artistes, en particulier des écrivains, parce que bon, moi je connais bien la littérature, des écrivains morts ou vivants, qui sont autistes. Même si j'aime pas diagnostiquer des gens comme ça de manière sauvage, mais c'est mon intuition. Et que en fait ces artistes neuroatypiques ou autistes, ils ont beaucoup apporté à la littérature et à l'art en général. Et d'ailleurs souvent sur les réseaux sociaux, on prend comme exemple l'acteur Anthony Hopkins qui a été officiellement diagnostiqué. Et on parle aussi de Frida Kahlo, l'artiste peintre, dont on suppose qu'elle était neuroatypique, même s'il n'y avait pas de preuves, je crois. Donc ça prouve bien que c'est possible de créer, d'être autiste, bien sûr. Après, là, ma crainte, c'est que quand les professionnels vous disent que vous n'êtes pas autiste, c'est parce qu'ils confondent créativité et imagination, et qu'en fait, ils vous disent ah, mais vous dessinez, ou vous peignez, ou vous faites du théâtre, ou vous écrivez. Ah, donc vous pouvez pas être autiste. J'ai peur qu'ils fassent ce raccourci-là, mais bon, je suis pas sûre. Je veux pas non plus leur jeter à chaque fois la pierre. Et pour aller plus loin sur la créativité, je trouve que la créativité des autistes, elle est géniale. Bien sûr, je prêche pour ma paroisse, mais parce que je la trouve particulièrement radicale. Je la trouve particulièrement sans concession. Elle s'embarrasse pas des codes sociaux. Elle s'embarrasse pas de plaire à qui que ce soit.
elle est totalement sincère, elle est profonde et elle propose vraiment une autre vision du monde. Il y a quelque chose, je trouve, dans la créativité autistique parce que Frida Kahlo, quand on voit l'œuvre de Frida Kahlo, bien sûr, enfin, elle est unique, Frida Kahlo. Et en fait, c'est ça, c'est proposer quelque chose de vraiment de neuf, quelque chose de différent, et avoir cette capacité à se placer au-dessus et avoir en fait, avoir cette vision d'ensemble qui peut être effectivement, qui peut paraître décalée, qui peut paraître bizarre, qui peut surprendre. Et d'ailleurs, souvent, cette imagination autistique, elle va déstabiliser les neurotypiques qui vont pas la comprendre, qui vont trouver que c'est trop bizarre, ou que c'est trop abstrait, ou que c'est trop hermétique, ou que c'est pas vraiment drôle, ou on comprend pas cet humour, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui leur échappe parce que bah voilà, c'est différent en fait. Je trouve que ça va plus loin. Je trouve que ça s'immisce vraiment dans les brèches de la créativité. Ça embrasse plein de choses. Ça peut utiliser les couleurs, ça peut mélanger les styles. En fait, c'est très baroque, je trouve. Enfin, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais je suis quelques artistes autistes sur les réseaux sociaux et je trouve qu'il y a vraiment ce point commun là. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'imagination, plutôt que de dire qu'on a peu d'imagination, moi j'ai l'impression qu'on a trop d'imagination. Enfin, moi j'ai vraiment l'impression de souffrir, hein, c'est pas un euphémisme, hein, d'un excès d'imagination. Il y a tellement de scénarios possibles quand j'essaie de décortiquer l'autre, de le comprendre, que je me noie là-dedans. Il y a tellement de scénarios catastrophes que je peux imaginer parce que je suis une grande angoissée que c'est pas possible en fait, il y en a trop. J'aimerais avoir moins d'imagination, mais c'est compliqué. Et j'ai découvert récemment un trouble, c'est le trouble de la rêverie compulsive. Et je me demande si j'ai pas été atteinte de ce trouble, hein, plus jeune, parce que donc ça consiste, le trouble de la rêverie compulsive, à passer son temps à rêver éveillé pendant des heures dans la journée. Et en fait, c'est catégorisé comme un trouble parce que c'est quand même une fuite de la réalité. Ça devient addictif, c'est-à-dire que tous les jours, vous vous mettez à rêver 2-3 heures par jour. Forcément, à un moment donné, ça vous entrave en fait. Et donc, ça ressemble un petit peu au bovarisme pour les plus littéraires d'entre vous. Et moi, je me demande vraiment si j'en étais pas atteinte parce que plus jeune, je passais un temps fou à rêver et encore aujourd'hui, j'ai besoin de me raconter plein d'histoires, j'ai tout le temps besoin de me faire mes petits scénarios imaginaires, à rêver un peu ma vie, vous voyez, avoir un peu des idéaux inatteignables. Mais après, j'arrive quand même à garder les pieds sur terre et à faire le compromis entre mes idéaux et la réalité. Et j'ai aussi beaucoup besoin de me nourrir de fiction, donc je lis beaucoup, j'aime beaucoup les séries, etc. Et donc, j'ai ce rapport à l'imagination, j'ai vraiment besoin de la fiction, j'ai vraiment besoin de rêver, d'imaginer. C'est mon oxygène en fait. Donc, après, j'entends des gens dire tu es autiste, mais alors, mais comment ça se fait, comment ça se fait que tu as de l'imagination et que tu es autiste? Enfin, pour moi, c'est totalement antinomique, c'est-à-dire c'est l'inverse en fait. Une personne autiste, bien sûr qu'elle élabore, bien sûr qu'elle crée, bien sûr qu'elle rêve, et d'ailleurs, je me demande si elle n'est pas plus douée que les autres pour ça. Donc voilà, c'était ma réflexion du moment que je souhaitais vous faire partager. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne semaine à vous et à bientôt. Ciao, bye bye.